Bonjour et bienvenue tout le monde. Mon nom est Lara Di Tomaso et je suis une analyste de la recherche des politiques dans la Centre d'échange des connaissances à la Commission de la santé mentale du Canada. Avant de commencer, j'aimerais fournir quelques précisions administratives. L'audio est fourni en mode diffusion via les autres parleurs de votre ordinateur. Ceci veut dire que vous pouvez nous entendre, mais nous ne pouvons pas vous entendre. S'il vous plaît, si vous rencontrez des problèmes, vérifiez les paramètres d'audio sur votre ordinateur ou contactez Adobe au numéro sur le diapo. Ce webinaire est également enregistré. L'enregistrement et la présentation sera affiché dans environ 2 semaines sur le site web de la Commission dans la section webinaire archivée. Veuillez noter que si vous avez des questions ou des commentaires, tapez et soumettez-les à travers la boîte de discussion Q et A en bas à droite de votre écran. Notez que nous tiendrons la plupart des questions jusqu'à la fin de la présentation. De plus, vous pouvez télécharger la présentation et les rapports de la CSMC dès maintenant en sélectionnant le document qui se trouve à la droite juste en haut du QA et en cliquant sur le bouton « Télécharger les fichiers ». Alors, juste pour introduire un peu le travail que la Commission a fait à date sur ce sujet, on sait que malgré la prévalence des problèmes et maladies mentaux au Canada, le besoin pour la psychothérapie et les services psychologiques ne sont souvent pas satisfaits. Des programmes qui augmentent le financement public pour améliorer l'accès aux psychothérapies peuvent réduire les barrières. Alors, au printemps 2017, la Commission de la santé mentale du Canada a amorcé un processus d'exploration des considérations stratégiques pour élargir l'accès aux services de counseling, de psychothérapie et de psychologie au Canada. Pour bien comprendre l'important travail qui a déjà été réalisé au Canada et pour s'en inspirer, la CSMC a commissionné Howard Chodos pour produire un document d'information qui fait la synthèse de la littérature pertinente qui recense le point de vue des intervenants au sujet d'enjeux et de questions politiques clés. Ce document a alimenté la discussion lors d'une table ronde d'une journée tenue en mars 2017 qui a réuni des experts indépendants, des cliniciens, des représentants d'organisations professionnelles et des regroupements d'utilisateurs de services. Ils sont venus exprimer leur réflexion et leur point de vue sur les considérations stratégiques. Pour donner suite à ce premier rapport d'information et à la table ronde du mars 2017, la CSMC a élaboré un document de travail pour continuer d'appuyer l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes et la conception d'un système de services dans ce domaine. C'est un grand honneur aujourd'hui d'avoir l'occasion d'écouter parler un des auteurs du rapport, Howard Chodos. Howard Chodos, PhD, doctorat, est un chercheur indépendant et l'ancien directeur de la stratégie en matière de santé mentale à la Commission de la santé mentale du Canada. Bienvenue, Howard. Merci beaucoup, Lara, et bienvenue tout le monde. Comme Lara l'a mentionné, le travail autour d'améliorer l'accès aux services de psychothérapie est une grande importance pour l'avenir du système de soins de santé mentale au Canada. Nous savons tous que les services de psychothérapie sont tout aussi efficaces dans le traitement de certaines conditions de santé mentale que d'autres approches cliniques, tant les médicaments que d'autres. Et sur cette base, nous savons aussi que depuis l'instauration du système de soins d'assurance au Canada, on a exclu d'une certaine façon ces services du programme d'assurance maladie territoriaux et provinciaux. Et cette exclusion a produit des effets néfastes, dont la hausse dans les taux de besoins qui ne sont pas satisfaits par les services de psychothérapie à travers le pays. On a des études qui indiquent que les personnes qui consultent des médecins ou autres pour des soins de santé mentale peuvent accéder aux médicaments, mais un grand nombre, à peu près le tiers ou plus, n'ont pas accès à d'autres services qui
sont souvent les services qu'ils préfèrent recevoir. En particulier, l'exclusion des régimes d'assurance maladie provoque des obstacles financiers importants pour à peu près les 12 millions de Canadiens qui ne bénéficient d'aucun régime de prestation pour le service de psychothérapie offert par leur employeur. Et en plus, ça fait partie d'un ensemble de politiques, finalement, qui ont sous-financé l'ensemble des services en santé mentale, qui ne représentent que de 5 à 7 des dépenses publiques totales en santé au Canada. Mais le Canada n'était pas seul à confronter cette difficulté ou de permettre un accès élargi et équitable aux services de psychothérapie. Récemment, pas tellement récemment, mais au moins depuis une décennie, dans des pays qui sont comparables, semblables au Canada, l'Australie et le Royaume-Uni, on introduit des programmes et des réformes majeures qui ont permis un élargissement de l'accès aux services de psychothérapie. En plus, dans le contexte actuel canadien, l'année passée, le gouvernement fédéral a accordé des transferts ciblés aux provinces afin d'améliorer l'ensemble des services en matière de santé mentale, et cela présente une excellente occasion de mettre en œuvre des réformes semblables au Canada. Donc, nous avons procédé à une analyse des programmes en Australie et au Royaume-Uni afin de favoriser un dialogue parmi les décideurs, parmi les pratiquants du système, qu'on puisse prendre des décisions fondées sur les données probantes en ce qui concerne l'amélioration de l'accès aux services de psychothérapie au Canada. Mais il est évident que les systèmes britanniques et australiens, tout en étant comparables au Canada, comportent des différences importantes dont il faut tenir compte dans tout programme adapté à la situation et au contexte canadien. Brièvement, juste pour situer les programmes d'une part en Australie et d'autre part en Angleterre. En Australie, depuis 2006, ils ont lancé un programme qui s'appelle Better Access to Psychiatrists, Psychologists and General Practitioners through the Medicare Benefits Schedule. Donc, comme le nom du programme indique, il s'agit d'un programme qui s'intègre au programme d'assurance médicaments et d'assurance santé qui, en Australie, et l'élargit de manière à couvrir les services de psychothérapie qui sont fournis par les psychologues, les travailleurs sociaux et les ergothérapeutes. C'est-à-dire qu'on permet à ces fournisseurs de services, finalement, à facturer le système d'assurance santé qui existe en Australie, qui est, encore une fois, comparable à celui du Canada, malgré certaines différences importantes qu'on va traiter tantôt. Il y a d'autres programmes qui complémentent le programme Better Access en plus. Donc, l'investissement total du gouvernement australien dans l'expansion, l'amélioration de l'accès est assez considérable. Et dans le cas de l'Australie, il ne s'agit pas d'un programme distinct de traitement en matière de psychothérapie, mais plutôt offrir un accès à une gamme de fournisseurs de services. Et cette main-d'œuvre est finalement encadrée par les associations professionnelles réglementées. Ils ont aussi conduit des études pour vérifier que les objectifs du programme soient atteints, et on a connu vraiment une grande amélioration de l'accès aux services de psychothérapie en Australie grâce à ce programme. Au Royaume-Uni, l'approche était un peu différente. C'est le programme qui s'appelle Improving Access to Psychotherapies, qui a été lancé en 2008. Et on l'appelle souvent l'IAPT, IAPT. Ce programme diffère de celui en Australie par son mode de financement et par la structure du programme aussi. Donc, d'une part, le programme est
est basée sur les subventions directes à des cliniques et des fournisseurs de services et est administrée de façon centralisée par le National Health Services en Angleterre. Le programme intègre un modèle de soins par palier bien défini, c'est-à-dire offre des services de moindre intensité pour des personnes qui en ont besoin, mais si on connaît des difficultés plus importantes, on peut aussi accéder à des services, à un programme de plus haute intensité. Le personnel qui fournit les services sont spécialisés dans le programme d'IAP, qui ont été formés par le programme, ont des normes à suivre et sont encadrés et suivis et surveillés dans le cadre du programme. Le programme, l'approche a connu un tellement grand succès que son financement a été protégé dans plusieurs budgets du gouvernement britannique, anglais, et en plus sont en expansion pour élargir le nombre de personnes qui ont accès au programme. Donc, pour situer un peu les éléments dont il faut tenir compte dans une tentative d'accomplir un travail semblable au Canada pour améliorer l'accès aux services de psychothérapie. On doit d'abord situer un peu le contexte canadien et saisir un peu les contrastes qui existent avec les deux autres pays en considération. Donc, d'une part, au Canada, on sait très bien qu'on n'a pas, en effet, un système de soins de santé. On a à peu près 13, sinon 14. C'est chaque gouvernement provincial et territorial qui est responsable de la prestation de services à sa population et qui garde la compétence en matière de santé et d'assurance maladie. Ce qui contraste à la fois au régime australien où le gouvernement fédéral est beaucoup plus impliqué dans l'organisation des systèmes d'assurance santé et qui couvre vraiment une partie beaucoup plus grande des dépenses publiques totales en santé. C'est 23% au Canada, couvert par le fédéral, tandis qu'en Australie, c'est 61%. Mais c'est aussi différent de l'Angleterre où il n'y a qu'un gouvernement, il n'y a pas de division en province ou État, et c'est le gouvernement anglais qui est capable de financer, administrer, gérer, concevoir un programme et de le mettre en application à travers son territoire. Au Canada, le régime d'assurance maladie, on peut l'appeler un peu une protection profonde mais étroite. Qu'est-ce qu'on entend par cela? C'est que tout le monde a accès à certains services, c'est-à-dire les services offerts par un médecin ou dans un hôpital, et c'est gratuit au point de service, mais les autres, les services paramédicaux et d'autres services ne sont pas couverts du tout par le système canadien. Donc, il y a un système à deux vitesses pour les fournisseurs non médecins, que ce soit dans le domaine dentaire ou de médicaments ou de services psychologiques. Au Canada, tantôt j'ai mentionné que le système, le programme, l'approche australienne se base sur leur programme d'assurance maladie, tandis qu'en Angleterre, c'est par subvention directe aux fournisseurs que le système opère. Au Canada, on connaît les deux. D'une part, les médecins, leurs services sont couverts par les programmes d'assurance maladie dans toutes les provinces, que ce soit la RAMQ au Québec ou le OHIP en Ontario. Mais d'autres services sont subventionnés directement par le gouvernement, c'est-à-dire ou bien des cliniques communautaires, des services en communauté, ou même les hôpitaux reçoivent souvent des subventions globales qui couvrent l'ensemble de leurs services et leur permet d'offrir une gamme de services qui, normalement, à l'extérieur de l'hôpital, ne sont pas couverts par le régime d'assurance maladie, ou bien des infirmières, des psychologues qui travaillent dans un hôpital sont payés à partir des budgets de l'hôpital. En plus, on doit tenir compte de l'ensemble des programmes qui existent au Canada et le fédéral finance
directement les services pour certaines populations qui sont sous la juridiction fédérale. Les Premières Nations, les Inuits et les réfugiés, le personnel militaire et les anciens combattants. Et c'est souvent des services qui sont offerts ou qui sont financés par le fédéral, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ces services sont adéquats aux besoins de ces populations-là. Et finalement, les 2/3 de notre population sont couverts par une assurance en milieu de travail, ce qui est différent à la fois de l'Australie et du Royaume-Uni, où c'est seulement 1 sur 10 et 1 sur 5 en Australie. Bon, ceci dit, on a essayé d'examiner l'ensemble des leçons apprises qui peuvent être appliquées en contexte canadien, selon plusieurs entêtes, selon plusieurs domaines d'analyse. D'une part, la planification, le financement, la prestation des services, l'équité et portée des services, la surveillance et la durabilité. Et on va les examiner les uns après les autres pour essayer d'en tirer quelques grandes leçons pour la situation au Canada et la possibilité de mettre en place des programmes pour améliorer l'accès aux services de psychothérapie. Bon, en matière de planification, on a identifié 4 grandes leçons, ou 4 points de décision, si on veut, où on doit prendre en considération les enjeux dans ces domaines. Donc, d'une part, l'importance d'utiliser l'ensemble des leviers politiques qui sont disponibles. J'ai parlé tantôt de la différence entre un programme financé par les assurances et par rapport à un programme financé par des subventions. Chacun a des avantages et des inconvénients, et on va y revenir tantôt. Mais on peut noter en partant que ces 2 formes de programmes, ou 2 approches, ou l'ensemble de ces leviers sont disponibles pour les gouvernements provinciaux et territoriaux qui financent des programmes déjà selon ces 2 modalités-là. Il est évident que leur marge de manœuvre fiscale est réduite, mais ils possèdent ces leviers politiques, ils les contrôlent et peuvent s'en servir. Alors, un aspect important, c'est finalement, tout simplement mettre plus d'argent dans le système ne résoudra pas nécessairement le problème s'il n'y a pas un personnel, une main-d'œuvre formée qui est en mesure vraiment d'assurer la prestation des services de psychothérapie. En Angleterre, le IAPT, leur programme, a formé un main-d'œuvre particulier pour le programme et dans les approches cliniques qui sont soutenues dans le cadre de ce programme-là. Tandis que en Australie, Better Access a misé sur l'augmentation des capacités de la main-d'œuvre paramédicale qui avait commencé à croître au début des années 2000 et qui a été encouragée par l'arrivée de financement accru. Donc au Canada, malheureusement, nos données ne sont pas très détaillées en matière de main-d'œuvre dans le domaine de la psychothérapie. Et c'est évident que si on voulait mettre en place un tel programme, une planification de la main-d'œuvre serait obligatoire. Dans les 2 pays, on a réussi à assurer le soutien de toute la gamme de fournisseurs, y compris les omnipraticiens, grâce à des efforts de mobilisation, la présence de champions et à des mesures incitatives. Et de la même façon, au Canada, on pourrait se servir des organismes existants à travers le pays, les expériences dans le domaine des soins collaboratifs en santé mentale et encourager un engagement continu pour arriver à une entente sur un programme à mettre en place à travers le pays ou province par province. Et en plus, le Canada
on y reviendra aussi, la possibilité d'agir dans des domaines où les deux autres pays n'ont pas pu jusqu'à date développer des programmes, soit pour des personnes qui connaissent des problèmes de toxicomanie, ou bien en employant le soutien par les pairs dans un contexte de programme de psychothérapie. On souligne l'importance à la fois de planifier à l'avance et d'être en mesure de bâtir étape par étape au moyen de continuelles améliorations de la qualité et afin à la fois d'élargir le programme et de le mettre en place. On note aussi en Australie où on a connu un certain dépassement des coûts attendus parce qu'on a décidé de mettre le programme en place de façon rapide plutôt que de développer tout un cadre de surveillance et d'assurance de qualité. Et pour le Canada, ça souligne encore une fois l'importance de se servir des données probantes qui existent déjà, mais de prévoir la cueillette de données pour soutenir la mise en place du programme. Et ici, il y a une citation d'un chercheur australien qui indique tout simplement qu'en Australie, il était très important d'agir rapidement et ils étaient en mesure de le faire en intégrant le programme dans le programme existant d'assurance maladie et en se fier au secteur privé et aux fournisseurs dans le domaine privé de s'organiser suite à la mise en place de soutien financier pour ces services. En matière de financement, il y a un certain nombre d'enjeux et de décisions à prendre. En Australie, par exemple, le système prévoit la possibilité de quote-part de la part des clients de fournisseurs de psychothérapie. En Angleterre, c'est gratuit, le service est gratuit. Au Canada, il est évident que, en ce qui concerne les assurances maladie, les services couverts au premier dollar correspondent exactement aux services qu'on a actuellement. Mais si on prend en considération qu'il y existe des services d'accès à la psychothérapie qui sont financés par des assurances privées, où c'est fréquent à rencontrer des quote-part où on paye, chaque personne paye une partie des coûts. Donc, il va falloir équilibrer le programme pour tenir compte de ces deux réalités. Aussi, on a déjà souligné les deux approches, par subvention ou par assurance, et chacun a un avantage, des avantages et certains inconvénients. Si par subvention, procure, comme on dit, un contrôle accru des coûts et assure une meilleure fidélité au traitement. Mais ça vient au prix d'une administration relativement lourde et des ressources considérables. C'est-à-dire qu'en créant un programme à part, on s'assure que les fournisseurs sont bien encadrés par le programme, suivent un programme de traitement, une approche clinique encadrée, mais évidemment, ça requiert une surveillance de la part des organisateurs du programme. Pour Better Access en Ontario, on s'est contenté d'élargir le régime d'assurance maladie et comme le chercheur australien l'avait déjà indiqué, ça leur a permis d'agir rapidement et d'élargir considérablement l'accès aux services. Mais c'est un programme où les coûts sont déterminés par la demande pour les services. Et le programme était tellement populaire qu'au départ, on a connu une demande plus forte que prévu et cela a causé des problèmes de dépassement des coûts et d'assurance de la qualité.
Et au Canada, donc, on peut tenir compte de ces deux expériences dans la conception d'un programme canadien ou dans une province particulière. Au Canada, le problème aussi se pose au niveau du transfert des coûts du système d'assurance privée au système d'assurance publique. C'est-à-dire qu'actuellement, une grande partie des Canadiens qui ont accès aux services de psychothérapie l'ont à cause des programmes d'assurance de groupe qui sont fournis par les employeurs canadiens. Mais, comme je l'ai déjà dit, ces programmes souvent imposent des frais d'utilisation de la part de la personne qui s'en sert. Et si on instaurait un programme universel public couverture au premier dollar, il est évident qu'il y aurait un certain incitatif aux personnes d'abandonner les programmes assurés par leur employeur parce qu'ils occasionnent des frais supplémentaires qui ne seraient pas le cas pour un programme universel. Donc, encore une fois, est-ce qu'on harmonise le programme avec le système privé afin de ne pas trop alourdir les frais ou le coût pour les gouvernements, ou est-ce qu'on harmonise le système avec le système d'assurance maladie existant au Canada qui est gratuit au point de service? En passer aux matière de prestation de services, pardon, il y en a 6, 3 sur ce diapo et 3 sur le prochain, ou en tout cas. Et ici aussi, il y a un certain nombre d'enjeux dont il faut tenir compte dans la planification d'un programme canadien. Comme je l'ai mentionné au départ, pour avoir un programme qui réussit à améliorer l'accès, il faut avoir les personnes, les fournisseurs en place afin de prodiguer les services nécessaires. L'IAPT en Angleterre a organisé un programme à pallier des thérapies à faible intensité et a formé un personnel afin de fournir ces services et des services des thérapies d'intensité élevée qui sont supervisés par des thérapeutes ayant suivi une formation supérieure et approuvée par l'IAPT. Dans le cas de Better Access, on a ajouté des psychologues, des travailleurs sociaux et des ergothérapeutes au système d'assurance maladie. Donc, au Canada, il serait logique de tourner d'abord vers les professionnels paramédicaux réglementés de la santé mentale, c'est-à-dire les psychologues, les travailleurs sociaux, les ergothérapeutes et certains psychothérapeutes, et ensuite voir introduire peut-être d'autres pratiquants, d'autres fournisseurs de services dans les domaines de soutien par les pairs, du counseling en toxicomanie et de la réadaptation psychosociale. L'autre enjeu, en Australie, le programme fonctionne avec un renvoi par omnipraticien aux fournisseurs de psychothérapie. En Angleterre, c'est possible aussi pour un omnipraticien d'envoyer son client, son patient dans le programme IAPT, mais c'est aussi possible pour les gens d'y accéder directement. Donc, c'est une question, l'avantage évidemment d'un accès direct, c'est que ça permet un accès plus facile pour l'ensemble de la population, tandis que l'envoi par l'omnipraticien permet une intégration plus harmonieuse avec l'ensemble des soins
fournis aux clients. C'est-à-dire qu'on peut avoir un omnipraticien qui suit l'ensemble des besoins en matière de santé de la personne, y compris les services psychologiques. Au Canada, les deux sont possibles, les deux sont des pratiques courantes dans différents domaines. Dans les services communautaires, par exemple, on peut souvent avoir accès direct. Une personne se présente à la clinique ou au centre communautaire pour être servi, tandis que pour d'autres services, comme des services, mettons, de physiothérapie, on doit d'abord être envoyé par un omnipraticien et ensuite on peut se faire payer les services par des services d'assurance privée. Donc on a les deux possibilités au Canada qui pourraient être organisées de façon particulière dans chaque province ou territoire. On doit aussi décider si on va offrir, c'est lié à la question de renvoi par omnipraticien ou accès direct, si on veut avoir des soins intégrés harmonieusement, on peut l'avoir ou bien en se servant du contrôle offert par un omnipraticien ou avoir un système qui permet un échange d'informations entre les différents services. Une des forces du système anglais, c'est d'offrir un service à palier, c'est-à-dire de tenir vraiment compte des besoins réels de la personne et de leur offrir exactement le genre de counseling ou de psychothérapie qui correspond à leurs besoins. On va passer de la citation, on va passer aux autres leçons en matière de prestation de services. Il est important de ne pas seulement lancer une politique ou un programme et de fixer des objectifs, mais surtout quand on va introduire un nouveau programme, il est important de soutenir la mise en œuvre de ce programme, d'encadrer les fournisseurs. Et au Canada, on bénéficie du travail d'un certain nombre d'organismes et d'organisations, y compris des conseils provinciaux de la qualité, des services de santé, des services de recherche et de soutien à la mise en pratique des politiques de santé, afin de faire assurer le contrôle de qualité et soutenir les praticiens dans la mise en œuvre du programme. Il faut décider aussi si on offre seulement un éventail restreint de thérapies ou si on l'élargit à l'ensemble de thérapies et de psychothérapie qui sont actuellement fournies par les praticiens à travers le pays. En Angleterre, on a choisi de bâtir à partir de thérapies qui bénéficiaient de la plus grande appui par les données probantes, c'est-à-dire le TCC surtout, la thérapie cognitivo-comportementale, mais on a aussi élargi étape par étape à d'autres services. En Australie, en se fiant aux praticiens existants et aux collèges professionnels, on a permis l'accès aux services existants et à l'ensemble de thérapies qui existaient. Et de la même façon, au Canada, il faudrait décider si on commence par un certain nombre de thérapies et je pense qu'il y a en tout cas en général dans le domaine, on s'entend pour dire qu'il y a plusieurs thérapies qui sont efficaces de la même façon et qu'au Canada, on devrait viser à permettre aux gens d'accéder aux services de psychothérapie qui leur convient le plus. Finalement, en matière de prestation de services, il y a la question de plafond, c'est-à-dire le nombre de sessions, de séances
qui sont offerts dans le cadre du programme. Better Access avait commencé avec un plafond assez élevé. On a permis accès à 6 séances, plus une autre douzaine de séances au besoin. Et on a constaté que cela engendrait des coûts qu'on ne pouvait pas soutenir. Donc, on a réduit par la suite le nombre supplémentaire de séances à 4 afin surtout de contrôler les coûts. Mais on a constaté aussi qu'en moyenne, le nombre de services, le nombre de séances est de 5 à 6. Donc, on n'avait pas souvent besoin d'avoir de se servir des séances supplémentaires, tandis que IAPT offre une certaine flexibilité selon l'approche thérapeutique, mais aussi contrôle le nombre de séances de façon assez serrée. Donc, la leçon pour le Canada, c'est sans doute d'avoir une certaine flexibilité, mais en même temps de permettre un accès à un nombre de séances qui permet réellement le rétablissement de la personne. Bon, il y a un autre... je pense qu'on va sauter la citation aussi, vous pourriez lire à votre guise. On va passer aux leçons en matière d'équité et de portée. On sait que tout simplement introduire un programme universel n'assure pas nécessairement que toute la population y a accès de façon équitable. Certaines populations peuvent rencontrer des obstacles de financement, d'accès dans leur région éloignée, des questions d'adaptation culturelle. Il y a toutes sortes d'obstacles qui ne sont pas nécessairement directement des obstacles de caractère financier. On a remarqué qu'en Angleterre, il y avait un accès inégal ou bien par district, par des avantages par groupe ethnique. Les hommes qui y accèdent moins souvent que les femmes et les personnes âgées, et les Better Access, l'accès est beaucoup plus faible dans les régions éloignées. Donc, on signale qu'il est important pour tout programme canadien de bien prendre en considération des enjeux d'équité et de fixer des cibles explicites en matière d'équité. En termes de portée du programme, les deux programmes en Australie et en Angleterre ont produit des résultats excellents en ciblant d'abord la dépression et l'anxiété légère et modérée. Donc, ciblant une population qui pourrait se servir des services de psychothérapie bien nécessaires. Mais, par la suite, on a tenté d'élargir la portée du programme pour atteindre d'autres catégories de problèmes de santé mentale. Au Canada, on note qu'il y a une occasion pour nous d'agir un peu en chef de file, en intégrant l'accent, en intégrant aussi par la suite des personnes connaissant des problèmes de toxicomanie, mais on recommande que dans une période, la première période de la mise en application, mise en œuvre, qu'on met l'accent sur les problèmes de santé légers et modérés. Bon, j'ai parlé de
l'importance de la toxicomanie. Ensuite, on passe aux questions de surveillance et de durabilité. La citation précédente indique qu'en Angleterre, le programme est vraiment très, très bien encadré et il y avait une inquiétude que les fournisseurs de services se sentent un peu ciblés par les objectifs du programme et sentent comme s'il y avait une épée de Damoclès qui était suspendue au-dessus de leur tête en permanence. Donc, en termes de développer un programme quand même qui a des objectifs clairs, des cibles claires et qui est soutenu par des données qui sont ramassées à travers la pratique de la mise en application du programme. Comme en Angleterre, on fait la collecte de données après chaque séance de psychothérapie. Donc, vraiment une base de données extrêmement détaillée et développée afin d'assurer la qualité du programme et voir où il y a des lacunes. Au Canada, sans doute, ça serait l'idéal d'avoir un programme semblable, mais on pourrait aussi envisager, dans un premier temps, au moins, fixer des cibles précis et des indicateurs précis qui nous permettraient au moins d'avoir un contrôle sur la qualité du programme. Aussi, on a vu les deux approches à la supervision clinique. D'une part, l'IAPT en Angleterre fait la surveillance à l'intérieur du programme et contrôle la qualité, forme le personnel de façon à rencontrer les besoins du programme IAPT, tandis qu'en Australie, on s'était servi de la supervision de la part des collèges professionnels et finalement, au Canada, on pourrait tirer des leçons des deux approches. Et on note en concluant cette section l'importance de champions cliniques et politiques bipartisans qui a largement contribué à obtenir et à maintenir le soutien retenu autant par l'IAPT que par Better Access. Donc au Canada, on devrait envisager la création de comités de champions ou quelque chose de semblable afin de soutenir le programme et d'encourager les instances politiques à la fois concevoir un programme et par la suite le soutenir de façon satisfaisante. Bon, pour résumer, les messages clés. Et je pense que le message fondamental, c'est que un programme semblable à celui de l'Angleterre ou de l'Australie est possible à mettre en place au Canada. On a l'ensemble de leviers politiques, cliniques, en termes de collecte de données qui existent au Canada, qui pourraient être dirigés vers la mise en place d'un tel programme. Et on pourrait aussi se fier sur les leçons déjà apprises en Australie et en Angleterre. On doit quand même prendre en considération les compromis qu'il va falloir, des décisions qu'il va falloir prendre au sujet de la conception du programme, de sa structure, son financement. Et on note en concluant que le compromis entre subvention et l'assurance, c'est finalement un compromis entre une gestion rigoureuse selon les normes et les objectifs et la collecte de données solides
et ce qui a permis à l'IAP de donner des résultats impressionnants, mais au coût d'un nombre substantiel de ressources humaines et administratives, tandis que dans le cas de Better Access, un recours plus pragmatique à l'autoréglementation professionnelle et aux données administratives de l'assurance maladie a permis d'améliorer rapidement et grandement l'accès aux services, mais au coût d'une moins grande assurance de la qualité. Et que dans le contexte canadien, soit l'un, soit l'autre modèle pourrait être mis en application. Et juste pour rappeler finalement les nécessaires adaptations au contexte canadien et les certaines forces qui sont disponibles ici au Canada afin de développer un programme qui permettrait une amélioration d'accès aux services de psychothérapie. Au Canada, on connaît les deux systèmes de l'assurance privée et l'assurance publique, et il faut tenir compte des forces de chacun, ou bien une couverture au premier dollar, ou bien exiger une quote-part de la part des utilisateurs de services, et reconnaître qu'il y a une possibilité de transfert possible de coûts de l'assurance de l'employeur, et aussi la nécessité de développer une coordination d'un système de soins par palier. Au Canada, on peut se fier sur les leçons déjà, les acquis dans les domaines de la santé mentale communautaire, des soins axés sur la collaboration, le système de soins de l'assurance de l'employeur, afin de soutenir la mise en œuvre d'un programme. On note que l'importance d'intégrer les programmes spécifiques financés par le gouvernement fédéral pour les populations spécifiques qui exigent une attention supplémentaire dans le contexte canadien, et la nécessité d'une approche de gestion de rendement afin de tenir compte du caractère assez décentralisé du système canadien, et l'importance de planifier la main-d'œuvre en santé mentale, où nous avons une capacité relativement faible, l'importance de le renforcer dans le contexte d'un tel programme. Et finalement, à la lumière des leçons apprises à l'échelle internationale, on doit au Canada inclure un éventail de fournisseurs qualifiés et de services de psychothérapie fondés sur les données probantes, permettre une certaine souplesse grâce à des mécanismes d'aiguillage par des médecins omnipraticiens, et l'établissement de limites quant au nombre de séances, et commencer tout programme par les problèmes de santé mentale légers et modérés avant d'élargir la portée de service. Et on a l'occasion au Canada finalement d'agir en chef de file mondial en termes de l'inclusion explicite de services de psychothérapie pour la consommation de substances, et aussi la possibilité de mobilisation des personnes ayant vécu la maladie mentale dans la conception de la réforme des services de psychothérapie, y compris le soutien par les pairs et leurs prestations. Donc, je pense que c'est tout, et je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires. Il nous reste un peu de temps. Oui, alors merci beaucoup Howard pour la présentation, fascinant. On passera maintenant aux questions et commentaires. S'il vous plaît, tapez vos questions et soumettez-les à travers la boîte de discussion Q&A en bas. Peut-être en attente, je pourrais commencer avec une question de ma part. Alors,
C'était vraiment intéressant, Howard, et les leçons apprises sont très importantes pour le contexte ici. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez est une des barrières les plus importantes pour les provinces et territoires? On a vu que Québec et Ontario viennent d'annoncer des programmes d'améliorer l'accès aux psychothérapies, mais on a des systèmes de santé très différents. Alors, selon vous, quelle est la barrière qu'on doit vraiment cibler pour assurer que les personnes qui habitent au Canada peuvent accéder à ces services importants? En tout cas, pour moi, il me semble que on a établi de façon irréfutable l'importance des services de psychothérapie. Donc, il n'y a pas de barrière au niveau des connaissances, au niveau de confiance que ces services peuvent apporter un soutien réel à des personnes qui connaissent des problèmes de santé mentale. Il me semble que la barrière principale, c'est vraiment une question de volonté politique. C'est-à-dire qu'on doit, comme tu as dit, Lara, déjà, il y a des initiatives de la part au moins 2 gouvernements provinciaux, mais pour vraiment arriver à un système où chaque Canadien et Canadienne peut être en mesure d'accéder à des services de psychothérapie, dans l'ensemble des provinces, ça va prendre vraiment une initiative politique importante qui unit l'ensemble des gouvernements provinciaux, territoriaux et le fédéral. Le fédéral a déjà consacré de l'argent à la santé mentale, mais on ne sait vraiment pas à quel service ça va être, comment on va investir ces sommes-là. Donc, pour moi, la mobilisation de la communauté large qui s'intéresse aux questions de santé mentale, la mobilisation des personnes qui sont atteintes d'un problème de santé mentale, l'éducation de la population au sujet de l'importance et de l'efficacité des services de psychothérapie. Toutes sont des questions qui pourraient éventuellement créer un climat où les gouvernements sentent confiants et voient l'importance et pourraient même tirer avantage politique de l'instauration de nouveaux programmes dans le domaine de l'accès à la psychothérapie. Parce que pour moi, il ne reste plus de questions au niveau de l'importance, l'efficacité, la possibilité de la psychothérapie. On a les personnes qui sont en mesure de fournir les services. On a des praticiens qui sont à la mesure de n'importe quel pays, aussi bons, aussi qualifiés, aussi dédiés à la population que n'importe où au monde. C'est une question de leur fournir un financement qui leur permet d'offrir les services. Pour avoir accès à ce financement-là, ça prend des décisions de la part des décideurs politiques et pour moi, il faut continuer, il ne faut pas lâcher, il faut continuer à mettre la pression sur les décideurs politiques pour mettre en pratique de tels programmes. OK. Merci, Howard. Merci beaucoup. Juste pour terminer aussi, à rajouter à vos commentaires importants, et on connaît aussi que ça nous coûte plus de ne pas traiter les maladies mentaux, surtout l'anxiété et la dépression. Alors, ouais, là, on a un cas très fort et on doit continuer à pousser un peu. Alors, merci tout le monde d'être venu. Merci énormément à Howard Chodos pour venir présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas de me contacter. Mon adresse courriel est sur le diapo. Et en plus, n'oubliez pas de télécharger les documents, les rapports et les documents de travail qui sont sur le site de Adobe, juste en haut à la droite. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. Merci à tout le monde. Au revoir. What was the second one?